Il se passe quelque chose dans le Sud. Alors que nos médias n'y prêtent pratiquement aucune attention, l'équilibre des forces dans le monde est en train de basculer. Ce n'était qu'une question de temps, mais en mai 2023, c'est arrivé. Pour la première fois depuis des siècles, la part du Sud dans l'économie mondiale dépasse celle des pays du Nord. L'époque où Washington, Londres, Paris et Berlin décidaient et où le reste du monde se contentait d'acquiescer est révolue. Les pays du Sud se lèvent et revendiquent leur place à la table mondiale. À Washington, ils appellent ça de la mutinerie. La mutinerie signifie que les États-Unis ne peuvent plus simplement imposer leur volonté. À Johannesburg, je suis invité à la conférence de l'Assemblée populaire internationale. Ici, des centaines de mouvements du monde entier se réunissent pour parler de solidarité, de justice, de besoins et de paix. C'est impressionnant. Je n'entends pas seulement les histoires, les témoignages et les analyses, mais je ressens aussi la connexion. C'est l'esprit et l'âme. La poésie, le chant et la danse occupent une place prépondérante. J'écoute Azania, le mouvement anti-apartheid passionné qui remplit la grande tente de la conférence. Alors que leurs échos résonnent encore, je rencontre Vijay Prashad, le directeur de l'Institut tricontinental de recherche sociale. Vijay est originaire d'Inde. Il a mon âge et, en tant qu'historien, il possède une grande expérience des mouvements du Sud. Vijay a un esprit analytique. Il sait comment formuler les choses de manière claire. Il s'agit de la connexion entre les mouvements du Nord et du Sud. Il commence son récit en Europe, et plus particulièrement avec la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a servi de leçon accélérée à de nombreux pays. En fait, ce n'est pas tant la guerre en Ukraine elle-même qui a accéléré les choses. C'est ce que l'Occident a essayé de faire qui a accéléré les choses. Ok, un conflit est en cours en Ukraine. Maintenant, l'Ukraine est un pays d'Europe. Quel est le rapport avec l'Afrique du Sud ? On peut dire que beaucoup de céréales proviennent d'Ukraine, de Russie, etc. et que ça a eu un impact sur les marchés alimentaires mondiaux. C'est vrai, c'est lié, la mondialisation et ainsi de suite. Mais c'est un conflit européen. Pourtant, les États-Unis, les Allemands, les Britanniques et les Français ont commencé à parcourir le monde pour se rendre dans des pays comme l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil, de grands pays, et leur dire « Vous devez adopter notre point de vue sur ce qui se passe en Ukraine. Vous savez, pourquoi ne condamnez-vous pas la Russie et ainsi de suite ?» À ce moment-là, ces pays ont commencé à dire « Écoutez, premièrement, ce n'est pas notre conflit, c'est le vôtre. » Le Premier ministre de la Namibie a dit ça. J'étais en Afrique. Vous ne prenez pas position à leur sujet. Pourquoi devrions-nous prendre position sur la guerre en Europe ? Sevim m'a également dit cela. Les pays occidentaux appliquent un double standard. C'est particulièrement d'actualité aujourd'hui. On le voit dans la réaction de certains pays occidentaux face à la guerre de destruction menée par Israël contre la Palestine. Après l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, un embargo économique et militaire a été immédiatement décrété et un mandat d'arrêt international a été. Mais aujourd'hui, il reste silencieux. Ce n'est pas l'Occident, mais l'Afrique du Sud qui s'élève contre le génocide perpétré par Israël en Palestine. L'Afrique du Sud porte Israël devant la Cour internationale de justice de La Haye pour acte de génocide. C'est un acte fort et impressionnant, mais surtout nécessaire face aux crimes horribles d'Israël et du Premier ministre Netanyahou. Je suis là, témoin du moment où les dirigeants sud-africains écrivent l'histoire. Pourquoi l'Occident ne soutient-il pas cette accusation ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'embargo économique et militaire contre l'État colonisateur d'Israël ? Dans le Sud, il y a longtemps que ces doubles standards ont été démasqués. Là-bas, ils sont plus que fatigués de l'hypocrisie.
Ce n'est pas exactement la guerre, mais c'est la tentative de l'Occident d'imposer son point de vue sur la guerre à ces pays à qui nous disions que nous n'étions pas intéressés. Et ce qui est fascinant, c'est que je pense que l'Occident a fait un mauvais calcul à ce sujet. Les États-Unis ont tenté leur chance au G20, le groupe des 20. Ils ont essayé d'utiliser le G20 pour imposer une résolution sur la Russie. Au début, il y a eu des hésitations. Ensuite, lors de la réunion du G20 en Indonésie, et il s'agit d'une réunion clé du G20 en Indonésie, pas dans les pays occidentaux, les Indonésiens se sont battus pour dire « l'Indonésie n'est pas un gouvernement de gauche, d'accord ? C'est plutôt un gouvernement de droite. » Ils ont lutté pour dire que la question de la guerre en Ukraine ne les concernait pas. Nous voulons parler de développement, et ils ont écarté la discussion. La réunion suivante a eu lieu à Delhi, c'était cette année. À Delhi, il y a eu à nouveau une véritable pression pour que la question de l'Ukraine soit abordée. Les États-Unis ont exercé une forte pression en ce sens. Les Indiens ont répondu que ce n'était pas l'ordre du jour, qu'il s'agissait d'une réunion sur le développement. Le G20, ou groupe des 20, regroupe les 20 plus grandes économies du monde. On y trouve les grandes nations riches de l'Occident telles que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Italie. Mais le G20 comprend également les économies émergentes du Sud, telles que le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Au sein du G20, il y a donc des luttes. Les États-Unis tentent de dicter leurs lois, mais récemment, ils se sont heurtés à un mur. Pour la première fois depuis longtemps, les pays du Sud ont dit non. Ils ne veulent plus être de simples spectateurs subissant passivement. Ils veulent que leurs préoccupations soient également prises en compte, et on ne peut pas les blâmer pour cela. C'est une bonne illustration de la façon dont le Sud affirme que nous avons notre propre stratégie. Et mon Dieu, Peter, pour la première fois depuis des années, le Sud dit que notre stratégie devrait définir la stratégie mondiale. Cette lutte du Sud pour pouvoir suivre sa propre voie n'est pas nouvelle. Dans un passé pas si lointain, ces pays ont dû lutter contre la colonisation. La Grande-Bretagne contrôlait l'Inde et l'Égypte, les Français possédaient l'Afrique de l'Ouest et le Vietnam, les Pays-Bas régnaient en Indonésie, les Portugais contrôlaient le Brésil et les Belges brutalisaient le Congo. Partout, les pays occidentaux ont fait la même chose, aspirer les richesses et les ressources de la terre. Vijay nous rappelle ce que la colonisation signifiait pour les peuples du Sud. Eh bien, il y a quelques points qui sont vraiment importants. Tout d'abord, vous savez, il y a une amnésie dans de nombreuses parties de l'Occident au sujet du colonialisme. Les gens ne savent pas vraiment ce qu'était le colonialisme. Les enfants n'apprennent pas à l'école les faits réels du colonialisme. Permettez-moi de vous donner un exemple de la domination britannique sur l'Inde. La Grande-Bretagne est une toute petite île. Comment a-t-elle pu dominer une si grande partie du monde? Une portion aussi vaste de la planète, c'est improbable. Mais elle a régné sur toute l'Inde pendant 300 ans. Ils étaient en Inde, et lorsque les Britanniques ont été chassés, le taux d'alphabétisation en Inde était de 12%. 12%. Et pourtant le discours était que nous sommes venus civiliser les barbares. Vous savez, le loup missionnaire français de la civilisation. C'est vrai, que voulez-vous? Les taux d'alphabétisation étaient vraiment bas. Donc, dès que ces pays sont devenus indépendants, le premier point était que nous devions nous développer. C'était la première chose à faire. Ils se sont réunis à Bandung, en Indonésie, en 1955. Ils ont créé la conférence afro-asiatique. Ils se sont réunis pour discuter du programme de développement. Les colonies ont revendiqué leur indépendance. Et malgré la répression brutale des forces coloniales, des dizaines de pays ont obtenu leur indépendance dans les années 50 et 60. Lorsque ces pays se sont enfin libérés de la colonisation, un défi majeur les attendait. Ils étaient politiquement devenus indépendants, mais pas économiquement. Sur le plan économique, ils étaient encore tributaires de relations mondiales déséquilibrées. Pour y remédier, ils ont décidé d'unir leurs forces et de se rassembler. Ensemble, ils se sont réunis sur l'île indonésienne de Java dans la ville de Bandung. Une rencontre historique. C'est à Bandung qu'a été posé le premier jalon du projet Tiers-Monde. Le projet Tiers-Monde est une plateforme de pays non liés à la recherche d'une alternative au monde bipolaire. D'un côté se trouvait le premier monde, le capitalisme, et de l'autre, le deuxième monde, le socialisme. Le tiers-monde n'était pas un lieu mais un message.
Nous ne voulons plus être liés à un seul partenaire. Nous ne voulons pas choisir un camp dans la course aux armements entre les superpuissances. Nous voulons une alternative. Nous voulons la paix. Ils ont dit, écoutez, nous ne voulons pas gaspiller nos précieuses richesses, le peu de richesses que nous avons. Nous sommes des pays extrêmement pauvres. Nous ne voulons pas les gaspiller dans la course aux armements. Nous ne voulons pas être impliqués dans la guerre entre les États-Unis et les pays occidentaux, l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et l'URSS. Nous ne voulons pas de ça, parce que c'est un gaspillage. Nous ne voulons pas nous retrouver mêlés aux bases militaires américaines ou d'autres pays. Nous voulons donc le développement et nous ne voulons pas de votre guerre. Tels étaient les 2 points. En 1961, la plupart des pays libérés du colonialisme, y compris la Yougoslavie, sont venus à Belgrade et en Yougoslavie et ont lancé le mouvement des non-alignés, ce qui signifiait que nous ne voulions pas être impliqués dans la guerre entre l'Occident et l'Orient. Nous ne voulons pas de cette guerre. Le développement est notre priorité. L'élan de liberté que l'on ressent aujourd'hui dans le Sud trouve ses racines dans le projet tiers-mondiste de l'époque. Ce projet était un grand appel à la justice sociale, aux besoins et à la paix. Tout le monde n'était pas content de ce projet à l'époque. Les grandes puissances occidentales réunies au sein du G7 ont tenté de leur mettre des bâtons dans les roues et d'utiliser la dette comme une arme. C'est comme ça que ça s'est passé. Lorsque ces colonies ont forcé leur indépendance, ces nations ont hérité d'un pays sans structure étatique ni véritable disposition sociale. Ces pays avaient donc besoin d'argent, de beaucoup d'argent pour investir. Ils se sont donc tournés vers les prêteurs internationaux tels que le Fonds monétaire international. C'est ainsi que le FMI leur a prêté de l'argent. Mais ces prêts étaient assortis de conditions dévastatrices. Par exemple, les richesses publiques devaient être privatisées. Ou encore, les marchés devaient être ouverts et la dette devait être remboursée en dollars. Mais comment obtenir ces dollars ? En exportant. Les pays étaient obligés de compter sur les cultures d'exportation, car c'était le seul moyen d'obtenir des dollars et de rembourser la dette. Le fardeau de la dette des pays d'Amérique du Sud, des Caraïbes et d'Afrique a augmenté très rapidement. Et en 1979, les taux d'intérêt ont été considérablement augmentés. Une catastrophe. Le gouvernement américain a augmenté les taux d'intérêt en 1979. C'est ce qu'on appelle le choc Volcker. Lorsque les taux d'intérêt ont été augmentés, les pays qui avaient emprunté de l'argent en dollars ont soudain trouvé les dollars beaucoup plus chers et ont dû payer davantage pour rembourser leurs dettes. Et donc ils ont traversé une crise de la dette. Dès que vous commencez à être redevable envers des créanciers, les riches détenteurs d'obligations à l'étranger, votre marge de manœuvre diminue parce que désormais, vous savez, si vous essayez de faire quelque chose de radical, les créanciers vous écraseraient. L'effondrement des prix des matières premières dans les années 1980 a été le coup de grâce pour de nombreux pays. Le Mexique a été le premier pays à ne plus pouvoir rembourser ses dettes. D'autres pays suivront. La crise de la dette a incité le Fonds monétaire international à adopter une position de plus en plus agressive. C'était la seule institution à accorder encore des prêts aux pays en défaut de paiement. Le FMI pouvait donc imposer n'importe quelles conditions pour les nouveaux prêts. Et de nombreux pays en ont payé le prix fort. Pour obtenir un crédit, des dizaines de pays ont été contraints de mettre en péril leur santé publique, leur éducation et leur richesse publique et d'ouvrir leurs économies locales aux multinationales du Nord. Les pays du Sud ont ainsi été mis sur la touche pendant un certain temps. Lors du coup d'État au Chili, les Soviétiques n'ont pas pu protéger le gouvernement de Salvador Allende, mais ils ont protégé d'autres gouvernements à travers le monde. Et bien sûr, ils ont également été un allié clé de Cuba. À l'époque, ce soutien était essentiel. S'en est suivi le déclin de l'Union soviétique et son effondrement. Et la crise de la dette a vraiment limité les options politiques des pays nouvellement indépendants, affaiblissant le MNA, mouvement des non-alignés. Depuis cet affaiblissement du MNA dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a environ un an, le Sud s'est vraiment trouvé dans une position de désespoir. Mais alors que le monde change, la pensée de certaines personnes reste figée. Il suffit d'écouter quelqu'un comme Josep Borrell, le responsable des affaires étrangères de l'Union européenne.
son discours est tout droit inspiré de l'empire colonial britannique. L'Europe est un jardin. Nous avons construit un jardin. Le reste du monde, la majeure partie du reste du monde, est une jungle. Et la jungle pourrait envahir le jardin. Par ces mots, il souhaite encourager une nouvelle génération de diplomates à entreprendre leur travail diplomatique dans le Sud. Selon M. Borrell, le Sud est une jungle et le Nord un beau jardin. Pas étonnant que de nombreux pays aient réagi avec consternation. Au Parlement européen, Marc Botenga demande que cette déclaration soit inscrite à l'ordre du jour. Quelle est la différence entre un jardin et une jungle? Le jardin est un endroit agréable où les êtres humains civilisés se promènent. La jungle est le cœur des ténèbres où vivent les animaux sauvages. Aujourd'hui, de nombreux habitants d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine se souviennent très bien comment, au nom de la civilisation, le colonialisme européen les a traités comme des animaux sauvages, les réduisant en esclavage, les torturant et les exposant même dans des zoos humains. Par conséquent, lorsque le plus haut diplomate de l'Union européenne compare l'Europe à un jardin, mais surtout le reste du monde à une jungle, le message que ces personnes entendent est que l'Europe est toujours animée par le néocolonialisme. Nous ne pouvons pas laisser passer ce message. Pour certains dirigeants du Vieux Monde, il est difficile de comprendre que de nouvelles relations mondiales sont en train de naître. Il y a une petite souris néocoloniale dans leur tête qui refuse tout simplement de partir. Les pays du Sud savent qu'ils doivent eux-mêmes élaborer les idées pour leur propre développement. Nous sommes à court d'idées. Tous les plans de développement mondiaux ne fonctionnent pas. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, aucun d'entre eux ne fonctionne. Nous avons besoin de nouvelles idées. Noël, mon sympathique guide, me conduit à travers Johannesburg. Noël travaille pour l'entreprise métallurgique sud-africaine Numza. Alors qu'il parle de rugby, je parle de football. Nous traversons la ville en voiture et il m'emmène au bâtiment où les BRICS se sont réunis en août 2023. Les BRICS comprennent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Les 5 principaux pays émergents du Sud, qui se sont réunis après la crise financière de 2008 pour rechercher une alternative au système financier international. Tout a changé avec la crise financière de 2007. Il y a eu cette crise en 2007, une crise bancaire dans le monde entier. Les pays du Sud se sont dit « Attendez une minute, nous dépendons trop des marchés du Nord. Les États-Unis ne constitueront plus le marché de dernier recours. Ils ne vont pas acheter tous les biens et services dont nous avons besoin. Nous devons entamer des échanges commerciaux entre nous. L'idée est de mettre en place une coopération Sud-Sud, des marchés Sud-Sud, etc., les BRICS. » Donc ce que vous dites, c'est que même les BRICS dans la coopération Sud-Sud sont aussi une réaction à la crise bancaire de 2008. La crise financière de 2008 a été un choc pour les grands pays en croissance comme l'Inde et la Chine, qui ont mis bon nombre de leurs œufs dans le panier de la croissance occidentale. Lorsque le système financier de Wall Street s'effondre soudainement, il devient évident que l'économie des États-Unis ne sera pas toujours le dernier recours. La crise a sapé la crédibilité des institutions financières occidentales. En réaction, les pays du Sud se regroupent, cherchent des alternatives à Wall Street, développent le commerce Sud-Sud et renforcent leurs relations mutuelles. À l'heure actuelle, les pays du groupe BRICS peuvent commercer entre eux. Ils n'ont pas vraiment besoin des marchés occidentaux. Par exemple, les Chinois ont développé l'initiative « Les nouvelles routes de la soie ». L'une des raisons pour lesquelles ils ont développé cette initiative en 2013 était de se détacher du marché américain pour trouver de nouveaux marchés. Vous savez, les Chinois ont proposé des solutions pratiques aux pays intéressés. Ils ont ainsi créé de nouvelles opportunités de marché en Asie centrale, en Afrique, en Amérique latine, puis en Europe. Je veux dire que 17 pays ont rejoint l'initiative des nouvelles routes de la soie parce qu'ils ont vu qu'il y avait des avantages pour tout le monde. Aujourd'hui, les choses sont différentes si vous êtes un pays de n'importe où dans le monde et que vous avez le choix entre les ambassadeurs des États-Unis et de la Chine. L'ambassadeur de Chine vous dit « Écoutez, nous avons ces entreprises privées et elles veulent investir. La Banque populaire de Chine peut vous offrir un échange de devises. Nous pouvons vous construire une route.
nous vous construirons aussi un hôpital, etc. Et le gouvernement américain vient et dit, écoutez, nous voulons avoir le droit de faire atterrir nos bombardiers dans votre pays. Nous voulons que vous preniez un prêt au FMI et que vous vous endettiez davantage. Et nous voulons que nos entreprises multinationales soient les seules à exploiter vos mines. Si on vous donne un tel choix, que choisissez-vous? Il faudrait être idiot pour choisir les États-Unis. Vous choisissez l'option chinoise. Et c'est ce que l'Occident n'arrive pas à comprendre. Il ne comprend pas que les gens choisissent de commercer avec les Chinois. Ils pensent à un complot. Mais les Chinois proposent simplement une meilleure offre. C'est simplement une meilleure offre. Les dirigeants occidentaux ne parviendront pas à le cacher, quels que soient leurs efforts. J'aimerais dire à Biden, j'aimerais dire à Sunak et à d'autres, vous continuez à parler de marché libre, mais vous ne permettez pas aux pays de conclure leurs propres accords. Vous voulez leur imposer cette idée en disant que non, les Chinois vous espionnent. Les Chinois vous espionnent? Regardez l'Allemagne, c'est tellement ridicule. L'Allemagne a débattu de la question de savoir si nous devrions interdire Huawei parce qu'il pourrait nous espionner. Pendant ce temps, Edward Snowden a déjà prouvé que les États-Unis n'espionnaient pas seulement l'Allemagne, mais aussi le téléphone portable d'Angela Merkel, le téléphone portable de la chancelière. Et pourtant, vous ne craignez pas les États-Unis? C'est ainsi que fonctionne l'idéologie. À Washington, les États-Unis adoptent de plus en plus une rhétorique hostile à l'égard des pays en croissance économique. Dans les années 60, les États-Unis ont réussi à étouffer le mouvement des pays non alignés en utilisant le fardeau de la dette. Mais aujourd'hui, la situation est complètement différente. Les pays en croissance des BRICS sont beaucoup plus forts, économiquement plus forts que les pays en développement d'autrefois. Aujourd'hui, la Chine est devenue un acteur mondial à part entière, ce qui préoccupe Washington. Washington a déclaré une guerre économique à la Chine et exige que le reste du monde se range à ses côtés. L'Occident peut comprendre que les pays du Sud ne sont pas dupés par les Chinois ou qu'ils n'ont pas mal compris l'Occident. Ils comprennent très bien quels sont les deux choix qui s'offrent à eux. Mais la tragédie, c'est pourquoi les pays devraient-ils choisir ? Pourquoi ne peuvent-ils pas commercer avec tout le monde? Ainsi, le nouvel état d'esprit dans le Sud n'est pas de s'aligner avec les Chinois ou les Russes contre l'Occident. Le nouvel état d'esprit dans le Sud est que nous voulons le développement et que nous voulons rester en dehors de ces conflits. Nous voulons commercer avec tout le monde. C'est un miroir idéologique du mouvement des non-alignés, même si le contexte est différent. C'est un miroir, mais c'est un miroir qui ne peut pas être perçu à New York ou à Londres ou, si j'ose dire, à Bruxelles. Les gens ne le comprennent pas. C'est l'intelligence des peuples d'Afrique, l'intelligence des Asiatiques, l'intelligence de l'Amérique latine. Bon sang, c'est l'intelligence des Européens qui aspirent à ces accords, plutôt qu'à l'austérité, au lieu d'avoir à surveiller leur consommation de chauffage dans leur maison. Je veux dire, c'est tellement ridicule. Regardez la civilisation de base de la classe moyenne de l'Europe. En tant qu'Européen, maintenant je dois surveiller ma consommation. Je vais mettre mon chauffage en mode économique parce que je ne peux plus payer les factures. C'est un scandale. Qu'a donc fait l'Europe à sa propre civilisation? Les pays des BRICS sont politiquement très différents les uns des autres. Mais en matière de commerce, ils sont prêts à coopérer. Ils sont très pragmatiques. Ce qui unit les pays des BRICS dans toute leur diversité, c'est leur volonté de pouvoir définir leur propre politique sur la base de leurs propres intérêts nationaux. Les BRICS sont donc le symptôme d'une nouvelle ouverture dans le monde, d'un nouvel état d'esprit. Et bien sûr, ces pays ont des orientations politiques très différentes. Les BRICS eux-mêmes ne constituent pas un développement socialiste, mais ils pourraient être utiles au socialisme. Ils n'ouvrent pas la porte au projet de gauche. Ils n'ouvrent pas la porte à une plus grande démocratie ou quoi que ce soit d'autre, mais ils pourraient nous aider à lutter sur le terrain pour construire un espace. En 1768, les marins de Sunderland ont baissé les voiles. C'était une mutinerie. Dans les pays du Sud, la mutinerie d'aujourd'hui a un double caractère, sur le pont et sous le pont. Qu'est-ce que je veux dire par là? De nombreux gouvernements veulent désormais décider par eux-mêmes de leurs ressources, de leurs richesses et de leur développement. C'est la mutinerie sur le pont, où les gouvernements se heurtent aux relations mondiales dominantes. Mais dans ces pays, il y a aussi beaucoup de protestations, et à juste titre. Des mouvements populaires tentent d'imposer leurs programmes progressistes, qu'il s'agisse de réformes agraires, de meilleurs salaires, de services publics solides ou de droits démocratiques. Il s'agit d'une mutinerie sous le pont,
d'en bas pour ainsi dire. En Inde, par exemple, le président de droite Modi voulait libéraliser l'agriculture. Mais c'était sans compter sur les agriculteurs. Ils se sont unis dans toute l'Inde et se sont battus pendant 388 jours. Cela représente plus d'1 an. En novembre 2020, des grèves ont rassemblé jusqu'à 250 millions de participants, soit la moitié de la classe ouvrière indienne. Énorme, du jamais vu. Et finalement, le gouvernement indien de droite a dû se résigner et revenir sur sa décision. Cet élan vers la liberté est visible partout. Il y a la lutte du syndicat des métallurgistes NUMSA en Afrique du Sud, il y a la lutte du mouvement des agriculteurs sans terre au Brésil, il y a la lutte du mouvement des femmes en Inde et j'en passe. Tous méritent notre soutien. En fin de compte, les mouvements sociaux du Sud et du Nord mènent le même combat contre le même ordre mondial, les mêmes monopoles et le même système d'exploitation. Cette lutte progresse en dents de scie. L'histoire n'avance pas en ligne droite. L'histoire progresse en zigzag. Il y a des avancées, des reculs, des avancées et des reculs. C'est pourquoi il est important, surtout pour les jeunes, que les jeunes apprennent les faits réels de l'histoire. Parce que si vous croyez que tout s'améliore et que vous subissez un revers, c'est catastrophique. Vous vous demandez, mais pourquoi ai-je mené cette grande lutte? Nous avons subi une défaite, mais chaque défaite est le début d'une nouvelle victoire. Au fur et à mesure que nous avançons, nous recevons des coups parce que nous savons que nous défions le pouvoir de manière frontale, que nous défions l'impérialisme de manière frontale. Mais vous savez, il y a de nombreuses années, j'ai eu un mantra qui disait « Si vous avez peur de l'échec, vous ne ferez rien ». En tant que personne de gauche, nous devons être prêts à expérimenter, à essayer, à commettre des erreurs, à échouer, et puis à nous relever et à recommencer. Voilà notre attitude. Car oui, c'est un moment charnière. Un moment charnière, nous dit Vijay. Alors que je suis ici en Afrique du Sud, le monde continue de basculer. La guerre contre la Palestine entre dans une nouvelle phase de violence impitoyable. Les premières images des bombardements sur les hôpitaux parviennent à la conférence de Johannesburg. Beaucoup de gens s'en vont, et moi aussi, parce que je n'en peux plus. Je n'ai pas de mots pour décrire cette horreur. Heureusement, la réaction a été immédiate ici à Johannesburg. Les gens sont sortis dans les rues et se sont fait entendre. Cessez le feu maintenant! Cessez le feu maintenant! Et cela ne s'arrête pas là, puisque quelques mois plus tard, le procès de l'Afrique du Sud contre Israël suit. Symboliquement, ça compte. Car il n'y a pas si longtemps, l'Afrique du Sud était un État d'apartheid, un État injuste. Et aujourd'hui, cette même Afrique du Sud se bat contre l'injustice et contre l'apartheid d'Israël. Et en parlant de moments charnières, partout dans le monde, les protestations se multiplient. Toute une nouvelle génération se lève en solidarité avec la Palestine. Mais le phénomène va bien au-delà. De Jakarta à Bruxelles, de Londres à Johannesburg et d'Istanbul à Washington, des millions de personnes descendent dans la rue pour la paix, les besoins de première nécessité et la justice. Je rentre chez moi plein d'espoir et de perspectives. Je réalise que peu importe les kilomètres de mer et de terre qui nous séparent, nous sommes incroyablement liés. Je suis convaincu qu'ensemble, nous sommes en train de changer les choses, même si nous rencontrons des vents contraires. Ou lorsque l'action sociale se mobilise pour les droits démocratiques ou pour notre climat. Ils appellent mutinerie le fait que des pays et des peuples veuillent décider de leurs propres ressources et revendiquent le droit de les traiter. Ils appellent mutinerie le fait que des pays et des peuples refusent de prendre parti à une guerre commerciale et à une nouvelle guerre froide imposée par Washington. Ils appellent mutinerie le fait que l'ère unipolaire des États-Unis touche tranquillement à sa fin. Si tout ça, c'est de la mutinerie, alors embrassons cette mutinerie, car elle est sur la bonne vague de l'histoire.